Vendredi 30 juin, ça y est, nous sommes en direct. É sexta-feira, sexta-feira, ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est le début du week-end. Olá, bom dia. Bon dia. Ah, premier indice, aujourd'hui, je suis avec mon invité qui parle portugais. Qui est mon invité aujourd'hui? Puisque oui, aujourd'hui j'ai encore une invitée, une femme. Bah oui, ça fait 2 fois de suite. Je peux même déjà vous dire que la semaine prochaine, ce sera également une femme. Ça y est, vous êtes 6 en direct, c'est parti. Hola, bon dia à tous et à todos. Première chose à nous dire, à me dire en direct en nous l'écrivant, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et est-ce que notre voix, ce que l'on dit, correspond bien à nos mouvements de lèvres? Voilà, s'il n'y a pas trop de décalage. Vous êtes 13, ça y est, en direct. Bon dia, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Frantuguais Mag. C'est le numéro 46. É sexta-feira, são horas de week-end. Mais pour certains, pas encore. Il y a encore quelques heures de travail, comme nous. Du coup, enfin comme moi. Toi, tu es mon invité, ça va, t'es cool. Ah bah pas tant que ça. Non, ça va. Mais oui, ça va bien se passer. Pour les invités, ça se passe bien. Moi, je prépare et tout, mais vous arrivez cool, ça va. Bah oui. Ben oui. Toi, tu as juste amené ton univers que vous pouvez donc déjà découvrir sur la table et donc vous allez comprendre que aujourd'hui, on va parler littérature, on va parler écriture, on va parler si vous ne la connaissez pas encore, je vous donne pas encore son prénom, essayez de deviner de qui il s'agit. Mais voilà, c'est une auteure. Donc, on dit une auteure, un auteur. Oui, une auteure, c'est très bien. Voilà, toi ça pose pas ce problème, auteur, autrice. Oui, voilà. C'est plus facile en portugais. Autora. Autora, é verdade. Autora. Em português dizemos logo autora, autoro. On est en avance en fait, Ouais. je trouve, pour certaines choses. Pour pas mal de choses. Pas mal de choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager déjà l'émission en direct sur votre page, sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis. C'est le Frantuguais Mag numéro 46 et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Altine Ribeiro. Hola. Voilà. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Altine écrit des livres, mais pas que. On va voir un peu ton parcours. Parce que je te connais depuis maintenant à peu près combien d'années? Quasiment depuis que j'ai commencé à faire de l'humour et à croiser, rencontrer des gens dans le milieu culturel, associatif portugais. Donc je pense que c'est quasiment à mes débuts. Oui, 2008-2009, je pense. Oui. Moi, j'ai commencé à écrire en 2005. Toi, tu as commencé à écrire en 2005 et moi, 2009-2010, j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à jouer en 2009. Les premières fois où je t'ai rencontré, ça devait être là, dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. En 2009, c'est l'année où je me suis inscrite sur Facebook, d'ailleurs. Facebook, ça date de 2009? En tout cas Non, pour moi. je sais même plus de quand ça date. Ah, ça y est, on a des réponses. Boa tarde, Rocha Eusébio David. Olá, tudo bem? Boa tarde, amigo José Cruz. Forte abraço aqui do Luxembourg. Ah, mais Rocha Eusébio David, d'ailleurs, tu as joué à notre concours. Ça me dit quelque chose, j'ai écrit le nom. Ah oui, alors je vous explique. Comme moi, et à chaque fois, les gens, mes invités en rigolent de mon écriture. À chaque fois, quand c'est possible, je demande à mes invités d'écrire le nom des gagnants du concours. Et comme ça, c'est lisible pour tout le monde. Antonio de Castro. Bonjour JC. Hola Antonio. N'hésitez pas à me dire si tout va bien, si vous entendez bien, si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, si c'est déjà le week-end, si vous êtes au Portugal, si vous êtes en France, au Luxembourg, comme c'est le cas pour notre ami Rocha Eusébio David. Hola Luxembourg. Beijinhos. J'espère que je vais venir vous voir en jouant. Ça, ce sera pour la rentrée. Il y a aussi Fefe Nanda. Olá, boa tarde. É verdade, boa tarde, então quer dizer que já almoçou. Pois. Já almoçou. Boa tarde, depois da 1. É verdade. Tu é depois da 1. É, depois da 1. Eu é quando almocei ou então ainda não almocei. Se não almocei, ainda é bom dia. Se já almocei, é boa tarde. Assim que fazemos atrás dos montes. Exato. Também és atrás dos montes? Vous avez un indice supplémentaire d'où vient mon invité. Voilà. Mais oui, tu vas nous en parler, mais tu viens d'une ville qui est pas très loin de celle de mon papa. Toi, tu viens de Chaves. Oui. C'est ça, cette région. Chaves, c'est la ville la plus proche du village où je suis née, qui se situe à 30 km de Chaves. Donc tu n'échappes pas à la règle, on dit la ville principale, parce que si on dit le nom du village, c'est... Les gens connaissent pas forcément. Et parfois, on est surpris parce que les gens connaissent quand même. Alors on tente, toi ton village c'est... C'est São Vicente da Raia. São Vicente da Raia. Voilà, parce qu'il y a plusieurs São Vicente, donc comme on est à la frontière, vraiment on touche un autre village espagnol. D'ailleurs, mes parents ont un terrain
où il y a d'un côté, il y a une pierre, où il y a d'un côté le P et de l'autre le F. Le E, pardon. Tu veux dire que Encore en France. tes parents ont un terrain Oui, qui est à cheval sur la frontière. tout à fait. La frontière passe sur le terrain de tes parents. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un bout de terrain qui est à mes parents et l'autre qui est à un Espagnol. Ah d'accord, Voilà. d'accord. Donc le terrain de tes parents longe un terrain d'un espagnol, c'est le même terrain mais il est juste séparé par Exactement, une pierre, exactement. on marque, c'est ça? Marco, voilà, et donc c'est là la frontière entre l'Espagne et la France. Donc on peut dire que tu as la frontière à tes pieds. Le Portugal et l'Espagne. Ah oui, complètement. Je suis en fait d'un village à l'autre, il y a à peu près 5 kilomètres. D'accord. Bon, bah tout ça, tu vas nous raconter. Ça y est, vous êtes Je suis un peu 37. espagnole. C'est génial, n'hésitez pas à partager. Même toi, tu peux partager sur ta page, ça y est. On y va. Et oui, Allez. n'hésitez pas à partager sur votre page, sur votre compte l'émission. Aujourd'hui, je vous emmène, vous avez déjà pu le découvrir un petit peu avec Altina Ribeiro. On va partir en voyage entre le Portugal et la France. Puisque la particularité d'Altine, c'est que voilà, elle est née là-bas, au Portugal. Oui, je suis née donc dans le village San Vicente da Raia en 1960. Et, Donc c'était hier. Voilà, il n'y a pas si longtemps en fait. Et je suis arrivée en France en 1969. Et du coup, tu vas nous raconter aussi, peut-être ça aussi un peu ce voyage, Oui. mais aussi ce parcours qui fait que tu es arrivé à l'école en France, Oui, et puis après, même un peu plus tard, tu as encore repris des études. c'est ça. Tu as un parcours assez atypique, et tout ça mené, dirigé par le goût de l'écriture, la passion Oui. de l'écriture, Oui. Et l'envie de lire, et j'ai vu aussi sur mes recherches l'envie d'apprendre. l'envie d'apprendre, exactement. J'allais le dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Et tu nous racontes tout ça. Alors n'hésitez pas à vous partager sur vos comptes, vous envoyez l'émission à vos amis. Vous nous dites où vous êtes, dans quel coin. Ah, il y a Fé Fernanda, elle est dans le 95. Et là-bas, elle est de Apulia. Il y a aussi Lavra et Maria qui est arrivée. Lavra et Maria. La vraie Marie. Ah voilà, c'est ça, je pense. La vraie Marie. Oui, il y a aussi Luisa Fidalgo qui est arrivée. c'est la Oh sœur. là, c'est la sœur? C'est la frangine? C'est la frangine. Oh là! Elle est en France ou au Portugal? Elle est en France. J'ai vu les photos de quand t'étais petite. Ah bah oui, elles sont publiques maintenant. Ben oui, parce que la particularité aussi de cette émission, c'est que vous allez pouvoir faire donc connaissance avec mon invité du jour, et puis après poursuivre vos recherches en allant sur sa page Facebook. J'ai identifié donc Altine avec sa page Facebook, et puis aussi je rajouterai le lien pour son site internet .com. Si. www.altineribeiro.com. Exact. Et là, vous allez découvrir tout plein de photos. Tu n'as pas changé. Je n'ai pas changé, non, à peine. Mais moi, j'ai trouvé ça adorable. Tiens, on va commencer par ça. Oui. Donc, comme tout auteur qui se respecte, tu as ton site internet, Oui. tu as mis des photos, et moi, j'ai été énormément touché par les photos en noir et blanc, Uh-huh. que je pense vous avez fait là-bas, Eh oui. en étant petite. Oui. Parce que ça m'a rappelé aussi celle de ma maman Bien sûr. qu'elle a. Mm. Et j'ai l'impression qu'il y avait le même photographe qui faisait le tour de tous les villages. Complètement. Et le même coiffeur aussi. Alors ça, je vais le dire aussi, mais c'est vrai, ma maman, elle avait la même coupe que toi, petite. Les cow-boys. Mais oui, c'est ça. Oui, les coiffeurs, c'était les gens du village. Nous, c'était notre tante qui nous coupait les cheveux. On n'allait pas à la ville Non. pour se couper les cheveux. Et voilà, donc on faisait avec les moyens du bord. Et moi, ces photos, je les trouve super craquantes parce que voilà, c'est l'enfance de nos parents, c'est votre Oui. enfance, Et oui. c'est l'enfance de nos parents, et nous, ça a tellement changé, et je vois le sérieux, et j'imagine le photographe à chaque fois avec sa grosse boîte pour faire un cliché, pas 50, On était très, sans très retouche, sérieux. mais pour que ce soit bien Mm. propre, bien fait, bien coiffé, bien habillé. Parce que moi, du coup, pour tout vous dire, moi, après, quand j'allais à l'école ici en France, ma mère, elle avait gardait les mêmes réflexes. Mais moi, le jour de la photo, j'étais coiffé comme je voulais pas être coiffé. J'étais habillé comme je voulais pas être habillé, mais il fallait que ce soit nickel, perfect. Voilà, c'est ça. Et en fait, les photos on était très très sérieux parce que on faisait pas tous les jours des photos. Maintenant, on en fait des millions par jour, mais avant, on en faisait une tous les 10 ans. Donc, c'était un moment solennel. Tout à fait. Il y a encore, regarde, uma transmontana, Idalia Sampaio, qui nous envoie un beijinho do Douro de Trás-os-Montes, un bonjour bisou. Olá, Trás-os-Montes. Luisa Fidalgo, tu es trop belle. Oh,
Oh, bah dis donc. Merci. Mais oui, tu es trop belle, je confirme. Alors du coup, dis-moi, ta sœur, elle, du coup, aujourd'hui, elle est en France, comme toi, Oui, ou au Portugal? elle est en France. Donc, nous sommes arrivées toutes les deux avec ma mère en 69. En Est-ce fait, que tu peux nous dire quelques mots sur le voyage? Comment s'est passé le départ? oui. Alors, Tu en savais que fait, tu allais en France? Tu étais toute petite, t'es partie avec 9 on ans. nous l'avait à peine dit, en fait. Mon père est venu en France en 63. Il devait venir pour 1 an ou 2. Et finalement, il est resté 6 ans, Bah oui. durant lesquels il venait nous rendre visite tous les 2 ans. Et puis, au bout de 6 ans, ma mère lui a dit: ou tu reviens, ou tu nous emmènes. Donc, comme il s'était habitué à la France et que il a constaté qu'il vivait beaucoup mieux, voilà, avec un salaire régulier plutôt que de survivre au Portugal, il a décidé de nous emmener. Donc, il a quand même préparé notre arrivée. Donc, il nous a préparé, il a cherché un appartement et puis il nous a trouvé aussi une école dans laquelle il y avait une classe où nous pouvions apprendre le français. Alors, pour ne pas perturber les autres élèves et en même temps pour que nous, on puisse avoir un enseignement complet. Donc, on a appris le français à le parler, à le lire et à l'écrire en même temps. Et au bout Puisque d'un an, du coup, toi, en fait, quand t'es arrivé en France à 9 ans, avec ta sœur, qui elle avait quel âge? 12. 12, donc c'était la grande sœur. T'es la petite sœur. La petite sœur, elle n'était pas née encore. Ah oui, moi, je suis la petite sœur, oui. Donc Voilà. quand vous étiez Tout à arrivés, fait, exactement. donc tu es arrivé à l'école à 9 ans, Ouais. ta sœur 12, Ouais. On était dans vous la a- même classe. dans la même classe parce Ouais. que vous ne parliez pas du tout le français Pas un mot. et vous êtes arrivé dans une classe où il y avait des enfants qui étaient dans leur cursus scolaire de 9 ans. En fait, dans notre classe, il n'y avait que des étrangers qui étaient là. Ah, pour c'était la une même classe raison que nous. d'étrangers. Voilà, exactement. Et donc, il y avait, je me souviens, des Espagnols, des Américains, des Anglais, Portugais. Voilà. C'était une classe d'enfants issus de l'immigration, d'enfants étrangers? Oui, et issus de l'immigration, et pas seulement. Il y avait aussi quelques personnes qui étaient là pour travailler ponctuellement, qui venaient en France et qui repartaient. Enfin voilà, il y avait tous les cas, mais en tout cas, on n'était que des étrangers dans cette classe. Et après cette première année d'enseignement, c'est là qu'on a été orienté en fonction de notre âge et de nos connaissances. Et moi, j'ai été orientée en CE1. Donc, à 10 ans, j'étais en CE1. Donc, ça a été compliqué pour moi parce que je me suis retrouvée avec des élèves qui avaient 3 ans de moins que moi. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Puis bon, je me suis adaptée. Et puis, finalement, comme j'aimais l'école, du coup, voilà, j'ai été aussi très, très bien entourée. Parce que la maîtresse du CE1, donc à qui j'ai expliqué ma situation, quand je suis arrivée en classe, le premier jour de classe, a dit aux autres élèves, voilà, Altina est en France depuis 1 an. Elle a appris le français, mais elle a encore du retard à rattraper. Donc, plutôt que de vous moquer d'elle, vous allez l'aider. Et donc, elle a chargé la première de la classe, parce qu'à l'époque, il y avait un classement en première. Le fameux classement, ça y a toujours eu. Ouais. Et donc, elle a chargé la première de la classe. Pouvez-nous dire d'ailleurs si vous étiez plutôt dans les premiers, ou si vous étiez plutôt dans les derniers, ou si vous étiez plutôt invisible. Moi, je faisais en sorte d'être invisible. J'étais pas dans les premiers, j'étais pas dans les derniers, j'étais pas classable. Ou près du radiateur. Plutôt à côté de la fenêtre, moi. Oui. Moi, j'aimais bien rêver, regarder le ciel. Ah bah oui. Il y a Louise qui nous dit: tu trouveras la réponse à toutes tes questions dans ces livres. Mais justement, là, c'est une interview, Louise Diaz. Pardon. Là, c'est une interview. Le but, c'est de faire découvrir un peu qui est Altina pour que, après, bien sûr, on va parler des livres, mais que ensuite, les gens partent à la découverte encore plus profondément d'Altina au travers de ces livres. Mais moi, c'est ça qui m'avait touché, quand j'ai vu, en effet, ce parcours et donc que tu arrives à l'école française. D'abord, tu apprends le français et après, il y a un décalage entre les enfants qui sont dans le cursus normal et puis toi qui as déjà quelques années de plus. Oui, 3 ans. Et du coup, tu continues à étudier avec toujours ce décalage jusqu'à quel niveau? Alors, j'ai donc fait mon école primaire. Après l'école primaire, je suis rentrée au collège et donc j'avais 14 ans en 6e.
Et Tu avais 14 ans en sixième. exactement. Et donc, après la cinquième, une conseillère d'orientation m'a convoquée pour me dire que, étant donné que j'avais de bons résultats, la différence d'âge n'avait aucun problème. Par contre, il fallait que je demande à mes parents s'ils souhaitaient que je continue mes études Mhm. ou alors s'ils souhaitaient que je travaille rapidement. Et dans ces cas-là, il fallait qu'on m'oriente pour que je me retrouve avec un métier et pas si je continuais le cursus, je me serais peut-être retrouvée en quatrième, troisième. Et si mes parents, à ce moment-là, décidaient que j'arrête l'école, bah, je me retrouvais sans bagage. Et du coup, quel a été le choix? Quel a été le parcours ensuite? Alors le choix, mes parents souhaitaient que je travaille le plus rapidement possible pour que je gagne de l'argent et que je les aide, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Ça, c'est quelque chose que, bah, c'est vraiment aujourd'hui, on a tendance à oublier, mais c'est vrai, ma mère me racontait aussi que, bah voilà, il y a toutes ces questions qui se posaient. C'est À ça. l'époque, les études, c'était encore des époques où, pour beaucoup de gens, bah, les études, même si c'était gratuit en France ou ça, bah, quelque part derrière, ça avait un coût parce que c'était des enfants qui, du coup, étudiaient, ne Voilà. rapportaient pas d'argent. Voilà. Et pour beaucoup de familles, comme il y avait toujours cette idée parfois de rentrer, l'objectif c'était de se poser la question comment gagner de l'argent. Et il y avait des Oui. enfants qui arrêtaient ou vite l'école ou qui reprenaient aussi un travail. C'est ça. Et pour certains, pour ceux qui Mm. étaient restés au Portugal, bah, qui à l'âge où ici ils allaient à l'école, bah, Mm. là-bas ils travaillaient. Oui, et puis mon père a commencé à travailler à l'âge de 8 ans. Donc, Ton père, il a commencé à travailler à l'âge de 8 ans. à 8 ans, sa mère lui a dit d'aller chercher du travail. Alors, dans son village, il habitait dans un village encore plus petit que le mien et plus perdu, donc il n'y avait pas de travail. Et donc, il a parcouru les villages avoisinants pour chercher un travail de berger, par exemple. Et donc, il a trouvé ce travail à une trentaine de kilomètres de son village, dans le village de ma mère, San Vicente d'Araï. Et donc, lui, il faisait quoi son premier travail? Il était berger. Berger. Mon père, il a fait ça aussi. Il a été berger. Attends, il y a des commentaires qui arrivent. Je vais appuyer pour que les gens, on puisse les voir et que tu puisses les voir. On a Louisa Fidalgo qui nous fait plein de commentaires. Un vrai plaisir de vous voir. La sœur, elle est là, elle est au taquet, elle est en direct. Louisa, elle dit, je sais bien que que c'est une interview, tout ça, mais je vous taquine. Mais oui, mais bien sûr. Mais justement, on est en train de parler de tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on puisse avoir cette interaction avec vous. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions à Altine à poser, bah voilà, nous on les voit passer et puis bah, après on y répond. Et donc du coup, ton papa, lui, a commencé à travailler à 8 ans. Toi, du coup, tu vas travailler à partir de quel âge? Eh bien, en fait, lui, étant donné qu'il a travaillé à partir de 8 ans et qu'il a donné tout son tout petit salaire à sa mère, il estimait que moi, je devais travailler rapidement et donner au moins la moitié du salaire. Donc, j'ai été orientée après la cinquième et on me proposait couture, Couture, coiffure coiffure ou secrétariat. ou secrétariat? Et comme j'aimais lire, Et écrire, t'as choisi secrétariat. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Et donc, j'ai été dans un lycée professionnel pour avoir un CAP de secrétariat que j'ai obtenu. Pendant un an, j'ai fait de l'intérim. Et au bout d'un an, j'avais un ami qui connaissait un avocat, enfin, qui avait un ami avocat qui cherchait une secrétaire. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la profession. Et Puisque donc, on va en parler, mais dans ta profession de clerc d'avocat. Mais au départ, j'étais clerc secrétaire. d'avocat. Au départ, tu étais secrétaire. Donc, j'ai appris sur le tas le jargon juridique et la procédure. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est très intéressant. Tout ce que j'adore. Voilà. Très procédurier, non? Et donc, oui. Et donc, au bout de quelques années, j'étais déjà mariée, j'avais les enfants en bas âge. Je suis rentrée dans un cabinet où le patron déléguait beaucoup. Alors moi, ça me plaisait, mais en même temps, je sentais que j'avais besoin de formation. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Et moi, je trouve ça incroyable. Quand j'ai étudié ta biographie pour préparer ta venue, tu as décidé de reprendre des études alors que tu étais déjà maman et qu'en gros, tu avais déjà un travail. J'avais un travail, donc... Et pour une jeune Portugaise à l'époque, enfin, pour une jeune femme d'origine portugaise à l'époque, c'était pas commun. Non. Dire, annoncer, j'ai des enfants et je travaille, mais je vais reprendre des études. Oui. Enfin, la décision, enfin... Ah ben, j'ai pas eu à me... On sentait du coup on sent qu'en même temps, il y a l'envie d'aller vers encore plus haut. Ah oui, plus loin. C'est d'apprendre encore. Et en fait, c'était un peu ma revanche.
quelque part. Et donc, du coup, mais c'était difficile parce que les cours, c'était en dehors de mes heures de travail. Alors, je travaillais à Parce plein que tu n'as temps. pas abandonné non plus complètement le travail. Bah non, il fallait faire... C'était pas possible. Financièrement, c'était pas possible. Donc, j'ai continué de travailler, de m'occuper de mes enfants. Et donc, j'allais... c'était des cours par correspondance. Donc, c'était une école de droit. Des cours par correspondance. Une fois par semaine, j'allais en cours. Et une fois par mois, j'allais en TD à l'université. Et donc, ça a duré 4 ans. C'était épuisant, mais c'était J'imagine. passionnant. C'était tous les soirs, combien de fois par semaine? En fait, c'était une fois par semaine où je me rendais au cours. D'accord. Après le travail. Et sinon, j'avais des devoirs à rendre Une fois par semaine, Voilà. il y avait les présentiels à la fac, C'est ça. puisque c'était à l'université. Tout à fait. Quelle université? Paris, région parisienne? Nanterre. Nanterre. Mm. Et le reste des soirs, il fallait bosser, faire les devoirs, comme les enfants en fait. Oui, et puis il fallait aussi faire les devoirs des enfants. Aider les enfants à faire les devoirs. Donc, en tout cas, ma fille qui était plus grande, mon fils était encore petit. Et voilà, donc ça a été difficile. Quand je suis arrivée à la fin, il était temps que ça se termine parce que le droit, c'est très vaste, c'est passionnant. Moi, ça m'a passionnée, mais en même temps, c'est très difficile. Mais voilà, et alors grâce. Du coup, tu passes un diplôme, tu obtiens un diplôme, tu obtiens quoi comme diplôme? J'ai obtenu le diplôme de premier clerc. Diplôme de premier clerc. C'est aujourd'hui pour être, c'est pas secrétaire, c'est clerc d'avocat. Clerc d'avocat, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu entre les deux. C'est je gérais mes propres dossiers que je plaidais au tribunal. Tu plaidais au tribunal? Parce qu'en fait, il y a au tribunal, il y a la présence de l'avocat qui est obligatoire devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Mais devant le tribunal de commerce, le tribunal d'instance et prud'homme, on peut défendre un client en étant clerc. Donc, toi, la petite Portugaise de 9 ans qui débarque en France, qui va à l'école avec des enfants, d'abord de son âge, qui viennent d'un peu tous les horizons, qui après se retrouvent en classe de CE1 avec des enfants beaucoup plus petits qu'elle. C'est ça. Tu rattrapes ton niveau, on va dire, jusqu'au collège, mais il y a encore ce décalage d'âge. Tu continues à étudier, mais tu vas faire un CAP. Du coup, après, tu rencontres aussi l'homme de ta vie. Vous avez des enfants. Tu te dis, je vais me remettre aux études. Tu retournes en cours du soir, alors que tu travailles, tu t'occupes des enfants. Au bout de 4 ans, en alternance plus ou moins à fac et maison, tu décroches un diplôme de clerc d'avocat. À quel âge tu l'as? Je devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Moi, je dis juste bravo. Moi, je dis juste bravo, et c'est quelque chose que, j'admire. T'en es un parfait exemple, mais c'est des choses que j'admire aussi chez nos parents. Chez beaucoup de parents immigrés qui ont une force, je trouve, un courage et une volonté, mais qui, moi, m'hallucinent. Moi, des fois, je suis pas sûr qu'on arrive à faire ça. Ce parcours que tu me racontais, il est juste incroyable. Et j'imagine, j'ai fait de l'alternance, moi, à un moment pour payer mon école de théâtre, où il fallait travailler et apprendre, et j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est très dur. Et j'avais pas d'enfants. Et toi, alors, en plus, combien d'enfants en même temps? Deux enfants. Mon fils, le plus jeune, avait 4 ans à l'époque. Et je me souviens que il était souvent malade et je faisais mes devoirs à son chevet à l'hôpital, par exemple. Enfin bon, c'était pas évident. Mais après, je me suis fait plaisir parce que quand j'ai eu mon diplôme, ça m'a quasiment doublé mon salaire. Et en fait, plutôt que de gagner plus, j'ai décidé de travailler moins. Et donc, avec le même salaire, j'ai décidé de travailler à mi-temps. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de prendre du temps, parce que moi j'estime... Ça a été 4 années très intenses. Voilà, ça a été 4 années très intenses. J'avais besoin de souffler, de prendre plus de temps pour moi et pour mes enfants. Et puis moi j'estime que à notre niveau, moi j'avais pas l'envie de devenir riche, mais je trouve que la richesse c'est aussi la qualité de vie, aussi et surtout. Et moi, mon père a bossé toute sa vie comme un esclave. Et moi, en fait, j'avais son exemple. J'aspirais à une vie chose plus humaine, exactement, avec plus de social, plus de culture, plus de loisirs. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'écrire, parce que sinon, je n'aurais jamais eu le temps si j'avais travaillé à plein temps. Donc, voilà. Alors, justement, mais déjà, bravo, il y a plein de messages qui arrivent. Il y a la vraie Marie qui dit bravo. Il y a, t'as des pouces en l'air, t'as des... C'est gentil. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette période, sur comment ça s'est passé. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà l'envie d'écrire qui était quelque part dans un coin de ta tête? Non. Puisque du coup, tu décroches le diplôme donc à 34-35 ans. C'est ça.
est-ce qu'à 34, 35 ans, il y avait déjà l'envie d'écrire ou non? Ça, en fait, j'en parlais. Parce que, si tu veux, moi, j'ai vécu une enfance hors du commun dans mon village au Portugal, qui est pour moi une enfance comparée à celle de mes enfants, c'est un autre monde, un autre siècle, une autre planète. J'avais envie de la partager. Alors, moi, par exemple, j'ai voulu donner à mes enfants ce que mes parents n'ont pas pu me donner, mais finalement, j'estime qu'ils m'ont donné plus. Parce que moi, j'ai été riche de plein d'autres choses. Et j'avais envie de partager ces moments qu'on a vécus au Portugal à cette époque. Et j'avais toujours ça en tête. Et souvent, je disais, il faut que j'écrive. Un jour, j'écrirai un livre. Tu te disais, un jour, j'écrirai. Oui. Un jour. C'est ma sœur qui me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais oublié. Mais elle m'a dit, de toute façon, tu l'as toujours. Et en fait, quand j'étais enfant, j'observais les adultes. Et je regardais comment enfin leur façon de vivre et surtout la façon dont on vivait à cette époque au Portugal, parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'ai tout découvert. J'ai découvert l'eau. Ça devait être un monde complètement différent. Mais complètement. Oui. Par exemple, je suis allée une fois faire les courses avec mon papa et je l'ai vu prendre un panier et mettre des choses dedans. Et donc, moi, je pensais que c'était gratuit. Je ne connaissais pas le système du livre-service, par exemple. Donc, moi, je venais d'un autre monde. Quand on est arrivé en France avec lui, on est arrivé en voiture. On a traversé les frontières à pied, mais bon, on est venu en voiture. Et quand il est arrivé, je l'ai entendu parler français. Et j'ai dit à ma sœur, le jour où je parlerai français comme papa, je serai la fille la plus intelligente du monde. Incroyable. Ah ouais, c'est voilà. Et donc j'ai eu envie de partager donc dans mon premier livre, Le Fado pour seul bagage. Alors justement, voilà. Il est là. Le premier livre, il arrive à quel âge? Il est arrivé en 2005. Donc bon, j'avais 45, je crois. Tu avais 45 ans. Je crois. C'est combien de temps entre l'idée pour arriver à ce premier livre? En fait, moi, je voulais... j'avais pas pensé à un livre, j'avais pensé, parce que quand je racontais un petit peu ce qu'on a vécu au Portugal, avec mes parents et ma sœur, je racontais à mes enfants, et puis j'avais pas l'impression qu'ils étaient plus intéressés que ça. Donc, je me suis dit, peut-être qu'un jour, quand je serai plus là, ils auront envie et besoin de connaître mon histoire et l'histoire de mes parents, et puis je ne serai plus là pour leur raconter. Donc, Le Fado pour seul bagage, c'est un roman un peu autobiographique. C'est un peu beaucoup, c'est uniquement autobiographique, complètement, c'est mon histoire. Le Fado pour seul bagage est le premier livre d'Altina Ribeiro. C'est ainsi qu'au début des années 60, des centaines de milliers de Portugais, renouant avec leur histoire, qui des siècles auparavant les avait fait partir pour des grandes découvertes, quittèrent le pays avec le Fado pour seul bagage. C'est ça. Tu racontes ton départ, ton voyage, l'école. Je raconte mon la vie de la famille. Au départ, mon enfance au Portugal, donc dans les années 60. L'immigration clandestine de mon père en 63. Donc son voyage qui a duré une semaine. Il a mis une semaine, lui, pour arriver du Portugal, du village. Tout à fait. À Paris, région parisienne. Donc il marchait, là, essentiellement. Alors, il marchait la nuit. La journée, ils étaient cachés dans des bergeries. Et quand ils étaient véhiculés, c'était dans des camions à bestiaux pour être donc cachés au milieu des animaux. Et donc, il est arrivé dans le bidonville de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Fameux bidonville de Champigny-sur-Marne. Exactement. Ton père y était. Il a vécu, exactement. Donc, toutes les photos de Gérald Blancourt et autres photographes, tu les connais? Oui. Exactement. Il t'en a parlé? Il m'en a parlé, et d'ailleurs, il y a 2 photos de lui dans le bidonville dans ce livre. Ah tiens, ouais. On me demande, le titre c'est Le Fado pour seul bagage, c'est le premier roman, Le Fado pour seul bagage. De toute façon, après, je vais mettre toutes les références. Tiens, tu peux juste tenir le micro? Bien sûr. Voilà, donc il y a 2 photos. Hop. Oh là là, pour les trouver, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que ça sera plus facile. Ça, c'est la maison du sacristain. Ça sera peut-être plus facile sur celui-là, parce que, en fait, ça, c'est la version portugaise. Alors, j'allais y venir. Et voilà. Le livre, il a. Et là, les photos sont toutes au milieu, et elles sont plus faciles à voir. Après avoir fait la version française du livre, tu l'édites d'abord en français. Voilà. Plus tard, un peu plus tard, sortira la version en portugais. Altina Ribeiro. Et la version portugaise s'appelle de São Vicente à Paris, donc de ton village à Paris. Ça, exactement. Et donc là, il y a toutes les photos au milieu. Donc, le bidonville, je pense que... Les photos dont je parlais au début de l'émission.
Achetez la version portugaise. Non, Mais il non, est mais aussi là. elles sont géniales. Ouais, elles sont géniales, ces photos. C'est juste voilà. top. Donc ça, c'est dans le bidonville. Ah, il y en a Meu une. pai, Voilà. o tio Paulinho e dois amigos no bairro de Lata, Voilà. em Champigny-sur-Marne. Allez, je vais faire un zoom. Voilà, c'est ici. Donc voilà, c'est vraiment... Ça fait partie des livres et des histoires, je trouve, à garder précieusement en mémoire et à raconter. Toi, finalement, c'est ce que tu as voulu faire aussi au travers de ce livre, garder un témoignage pour qu'il soit transmis. Complètement. Et donc, aussi bien le tien que celui de tes parents. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, comme je disais, donc au départ, je voulais laisser quelques pages dans un tiroir que mes enfants auraient découvert un jour. Et finalement, comme dans une boîte secrète, un trésor. Et en fait, je me suis comme j'aime écrire et j'ai une facilité pour écrire, je me suis retrouvée facilement avec beaucoup de pages. Je me suis dit pourquoi pas l'éditer. Et donc, voilà, je me suis prise au jeu et je l'ai envoyé à un éditeur. Et donc, l'aventure a commencé là. Et donc, le premier est sorti en 2005. Et après, donc, j'ai fait des salons du livre. Et beaucoup de personnes me demandaient si j'avais la version en portugais. Et en fait, des personnes d'origine portugaise. Tout à fait. Et donc, ils voulaient soit l'offrir à leurs parents qui ne lisaient pas le français, ou bien ils voulaient l'acheter pour leurs enfants qui étaient en cours de portugais et pour qu'ils découvrent leur histoire en portugais. Parce qu'en fait, c'est une histoire personnelle. Avec dans une aussi histoire pour eux, du coup, la possibilité de transmettre leur histoire, mais au travers de tes mots à toi. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc, de São Vicente à Paris, ça, c'est la version portugaise du premier livre, Le Fado pour seul bagage, qui est ici. Voilà, de toute façon, après, je vais mettre toutes les coordonnées et en cliquant après sur la page de Altin, vous allez pouvoir tout retrouver, plus son site internet www.altinaribeiroattaché.com. Altina.ribeiro. Altina.ribeiro. Il y a un petit point entre les deux. Altina.ribeiro.com. Ensuite, arrive un deuxième livre. Puisque du coup, le fait d'écrire, tu rencontres aussi des personnes, tu discutes et... C'est ça. Et en fait, c'est une dame qui a lu, je ne la connaissais pas, elle a acheté le livre en librairie, mon premier livre, donc Le Fado pour seul bagage. Et cette dame, qui s'appelle Alice, et qui a connu des moments douloureux durant la dictature, avait déjà écrit quelques pages en portugais en résumant son histoire. Et elle était à la recherche d'un auteur d'origine portugaise qui puisse traduire ces pages en français, et pour les développer et pour en faire un livre. Et donc, elle m'a contactée, elle m'a dit, j'ai lu votre histoire et voilà, j'aimerais que vous écriviez la mienne. Et donc, nous avons correspondu par téléphone. Alors, j'ai commencé par traduire son résumé en français. Et après, donc, je l'appelais une fois par semaine. On avait rendez-vous tous les jours à 10h. Je ne travaillais pas le matin. Donc, voilà. D'où, en fait, quelque part, le mi-temps que tu as demandé ou que tu avais choisi. Je pense qu'il y avait une petite voix où, vous savez, après, chacun a ses croyances, mais une espèce de petit ange qui nous accompagne tout au long de notre veillée, qui est par là, qui regarde ce qu'on fait, qui dit « Ah ouais, ça t'aurait pas dû, ça ouais, tu devrais ». Et qui de temps en temps se dit « Non, attends, calme, je vais te dire ce qu'il faut faire ». Et sans nous le dire, qui nous fait faire les choses pour finalement arriver... C'est ça. Je sais pas si je suis clair. Rien n'arrive par hasard. Voilà. En gros, rien n'arrive par hasard. Et je dis pas que tout est écrit, mais en tout cas, on n'est pas seul à faire les choses. Et l'inconscient, c'est parfois mieux que notre intellect, ce qu'on veut et ce qu'on doit faire. C'est clair. Non, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, tout à fait. Et puis en plus, le fait de ne pas travailler le matin, le soir, parce que c'est toujours le soir. En plus, je fais une petite parenthèse, mais on est beaucoup plus productif dès le matin. Voilà. Moi je sais pas toi, mais moi comme j'écris aussi beaucoup, moi c'est où j'arrive à écrire le matin et je suis assez souvent content de moi, même si après il y a une page que je garde sur 50 pour mes spectacles, il reste qu'une page qu'on utilise sur 50 pages, mais par exemple j'écris 50 pages 50 matins de suite, mais si je dois faire la même chose le soir, je sais que je vais réussir à écrire que 10, 15, 20 pages. D'accord, mais moi c'est l'inverse. Le soir c'est chaud. Moi j'écrivais le soir j'écris plus le soir parce que c'est là où la maison est plus calme. Par contre, le fait de ne pas travailler, et le fait de ne pas travailler le matin, du coup on peut écrire jusqu'au bout de la nuit. Et ça, c'est un luxe de se dire le demain, je me lève quand je veux, quoi. Et donc, voilà. Et alors, donc, j'ai tous les matins, j'appelais cette dame parce que forcément, au fur et à mesure que j'écrivais son histoire, j'avais besoin d'avoir Alice Net. Voilà. Et d'où Alice au pays de Salazar. Alice au pays de Salazar. Donc, jeu de mots avec Alice au pays des merveilles, qui était loin d'être le pays des merveilles. J'imagine. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ce titre, d'ailleurs. Moi aussi.
Et dès que j'ai vu son histoire, ben voilà, ça a été pour moi, ça a été une évidence. Et voilà, et donc je raconte son histoire. Alors elle a connu des moments douloureux durant la dictature, et elle, c'est pareil, c'est une histoire d'immigration, mais elle est venue à l'âge adulte avec son bébé dans les bras pour rejoindre son mari qui était déjà en France. Et en fait, elle est venue à Salto, à Salto. Son mari était déjà venu avec un à bébé Salto. sous les bras. Exactement. Et donc, elle avait peur que son mari l'oublie. C'est pour ça qu'elle est arrivée, mais elle ne l'a pas prévenu. Elle a prévenu sa sœur et son beau-frère qui étaient déjà. Parce qu'il fallait qu'elle ait un endroit où dormir. Donc, elle avait prévenu sa sœur et son beau-frère, mais elle n'avait pas prévenu son mari. Et lui, il n'était pas content de la voir parce que, comme il vivait aussi dans un bidonville, il ne voulait pas que sa femme le voie dans ces conditions. Et donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Et alors, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que, voilà, on essaye toujours de garder le côté positif des choses, et c'est vrai, c'est très bien. On essaye aussi de se souvenir et de transmettre beaucoup les belles histoires, ce qui est normal. Mais moi, je pense aussi qu'il faut pas oublier toutes les difficultés et les histoires compliquées et difficiles qui font partie de l'histoire, parce que c'est souvent avec beaucoup de douleur que se sont construits les vies ici de l'immigration portugaise, mais pas que, de tout plein de gens. Et ça, il faut pas oublier toute cette difficulté, toute cette force du coup de courage qu'il a fallu pour passer au-delà de tout ça et réussir quand même déjà à survivre, vivre et donner un avenir. Et ça, c'est la chose la plus importante, du coup, aux enfants, quoi. Bien sûr. Mais ce sont aussi ces difficultés qui nous donnent la force pour avancer. Mais dans le sens où nous, tu vois, nous aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Mais bien sûr, et tant mieux. Mais ne l'oublions jamais. C'est pas pour rien que. Je sais pas si vous avez été un jour. J'ai fait une demande. J'attends une réponse. J'ai envoyé un mail. Il y a un musée de l'immigration à Paris et je rêve de faire une émission. Tu y as été? Oui. T'as présenté tes livres? Mes livres, ils sont, oui. Voilà. Et je rêve de faire une émission là-bas. Ah oui. Bien. Voilà. Je rêve de faire une émission là-bas parce que il y a plein de choses. Ça traite de toutes les immigrations, mais il y a aussi un département sur l'immigration portugaise. Tout à fait, exactement. Et c'est, je crois, le seul endroit en termes de musée qui traite de l'histoire de l'immigration portugaise. Je pense. Et en France tout court. Oui. De façon permanente. Oui. Alors, il y a aussi à Champigny-sur-Marne l'antenne archive où il y a des photos. Donc de Gérard Bloncourt et de Jean-Claude Broustaille, qui a aussi immortalisé, qui est moins connu, mais qui a aussi immortalisé les gens du bidonville. Et il y a aussi et d'ailleurs, je m'y suis documentée parce que je parle du bidonville dans ce livre, à cette antenne archive de Champigny-sur-Marne, pour illustrer. Alors, attends, je te coupe parce qu'on me dit pratiquement sans son. Ah, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de son. Alors, attends, je vérifie. On va vérifier. Hop. Nous, apparemment, ici, au niveau du son, on est bon. Dites-moi si au niveau du son, c'est bon pour vous. Puisque là, moi, quand je regarde, apparemment, c'est bon. Ça fonctionne. Pratiquement, ça, ils sont bonjour, Altina Rebé. Bonjour, José. Comme dos dois imigrantes sont dit, conseguimos falar também français. N'hésitez pas à me dire si vous avez du son ou pas. Nous, apparemment, ça a l'air bon de mon côté. Okay. Donc, dites-moi si vous avez du son ou pas. On vous entend bien? Non. Si, t'as du son. Ah, alors, peut-être c'était un problème du côté de la personne qui était une des personnes qui, elle, n'avait pas de son. D'accord. Mais oui, c'est bon, on nous confirme. Louise nous confirme, il y a du son, donc tout va bien. J'ai eu peur. Ok, super. Du coup, hop, un troisième livre. Et oui, alors, Dan, qui a lu mon premier livre. Dan, qu'on a reçu, c'était en septembre pour la pièce Saudade qu'il jouait à Paris. Donc voilà, on l'embrasse parce qu'en ce moment, ils sont à Avignon. Dan, c'est un chanteur, c'est un musicien, un compositeur. Et là aussi, c'est une rencontre qui va donner lieu à une écriture à deux mains. C'est ça. Enfin, à quatre mains. À quatre mains. En fait, il a lu mon premier livre. Et qu'il a lu d'une traite. Et en fait, ça lui a rappelé plein de choses également. Il avait lui aussi finalement envie de partager son parcours. Et comme il a aimé la façon dont j'écrivais, il m'a demandé si on pouvait écrire son histoire ensemble. Et en fait, j'y raconte l'histoire de ses parents, donc quand ils sont arrivés en France. Alors eux, ils ne sont pas arrivés clandestinement, mais avec un contrat de travail. Donc ça a été moins compliqué, mais voilà, il y a quand même le déracinement qui est là. Et puis, je raconte aussi
son envie de faire passer les émotions à travers la musique. Et ces moments de doute, ces moments de galère, mais aussi ces belles rencontres musicales, avec notamment Lio, Luis Rigo, et puis voilà. Et donc, le milieu artistique aussi culturel qui était ça. naissant, qui se met en place. Et du coup, Rui Veloso aussi. Voilà, Et moi, j'ai lu aussi ce livre, du coup, Oui. je vous le recommande aussi. Mhm. Et du coup, arrive à nouveau une nouvelle histoire C'est de ça. toi. Alors, encore une fois, c'est un... Mais par contre, là, je sors les deux d'un coup. Allez, on y va. Pourquoi? Allez. Parce qu'il y a la version française qui est sortie en 2017 et la version portugaise qui vient juste de sortir. Donc, Dona Zezinha. Alors, Dona Dona Zezinha, Zezinha, c'est ton deuxième roman personnel. non, ça c'est une biographie. Hein. Là, c'est ta biographie. Non, c'est ça. Le seul roman personnel, c'est celui-là. C'est celui-là. Après, ça, c'est l'histoire d'Alice. Celui-là, c'est l'histoire de Dan. Et ça, c'est l'histoire d'une institutrice Voilà. qui m'a été racontée par son fils. Donc, en fait, c'est un monsieur qui a lu... Tu es parti de l'histoire que t'a transmis le fils Oui, et tu as raconté. complètement. En fait, il a lu mes premiers ouvrages et ça lui a rappelé des choses qu'il avait vécues avec sa mère, qui ont été très douloureuses, mais qu'il m'a raconté avec beaucoup d'humour. Et alors ça... L'humour, c'est voilà, c'est comme on dit, c'est l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal. Hein, Bon, maman, en tout cas, je suis complètement d'accord. oui, complètement. Et donc, parce que lui, en fait, si tu veux, à l'époque, donc c'est sur l'enseignement au Portugal durant l'État nouveau. Et donc, l'État nouveau qui fait partie de la dictature, la dictature, voilà. Et donc, en fait, il y avait beaucoup d'enfants, mais comme il y avait peu d'enseignants, et donc le gouvernement a décidé de rendre, malgré tout, malgré qu'il était contre l'enseignement, parce que le but c'était de maintenir le peuple dans l'illettrisme de façon à mieux le manipuler, mais il a quand même décidé de conserver l'enseignement primaire obligatoire. Mais comme il n'y avait pas assez de professeurs, ils ont décidé de faire appel à des anciens élèves qui avaient eu le certificat d'études avec mention. Et il leur proposait une formation pour être prof. Donc, prof... Donc, tout ça, c'est tiré de faits réels. Complètement. C'est vraiment ce qui se passait là-bas sur place. Exactement. Attends, je te recoupe parce qu'on me dit... Et ben, la personne me dit... Mais les gens me disent qu'on entend bien et apparemment, d'autres pas, je revérifie. Mais du coup, moi, j'ai bien du son là. Je regarde si tout est bien. Ouais, pour moi, tout est bon. Je revérifie ici, hein. Voilà, là on entend bien, tout fonctionne bien. Écoutez les amis, moi a priori pour moi, tout fonctionne bien. Pour moi normalement il y a du son, il n'y a pas de souci. Et vous êtes plusieurs à nous confirmer qu'il y a du son. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont un problème avec leur matériel. Et au tenho son. Bon écoutez, on continue. Moi de mon côté apparemment tout va bien. D'accord. Donc voilà, alors c'est cette dame, donc on appelait ces professeurs regente escolar. Agent scolaire. Regent scolaire. Voilà, donc ce n'étaient pas des profs titulaires. Et en fait, c'était des professeurs remplaçants. Donc cette dame, elle a enseigné dans la région entre Guarda et Sabugal. Et elle était amenée à soit remplacer des professeurs absents, ou bien aller enseigner dans des tout petits villages où il n'y avait pas de structure et où on créait des structures. Parce qu'en fait, les enfants qui vivaient dans des tout petits villages devaient parcourir plusieurs kilomètres à pied pour aller à l'école dans les villages où il y avait classe. Et donc, Carlos Alexandre, qui était donc le fils de cette institutrice Dona Zezinha, en fait, elle s'appelait Maria José. Maria José. Voilà, tout le monde l'appelait Zezinha. Zezinha. Et quand elle est devenue prof, on l'appelait Dona Zezinha. Voilà. Mais quand on vient d'être prof au Portugal, on monte dans les hiérarchies. Dona. Ah bah oui, ça, voilà. Et ça donne du cachet. Bah oui. Et voilà. Et donc lui, il m'a raconté, en fait, il a vécu, pour lui, c'était compliqué parce que c'était le fils de la maîtresse. Donc, les maîtresses à l'époque étaient très sévères. Cette dame en faisait partie, elle n'échappait pas à la règle. Et avec son fils, elle l'était encore plus, puisque
lui, il devait Il fallait être que le fils le soit premier, parfait. le meilleur, parfait. Bah oui. Donc, il ne l'était pas toujours. Donc, parfois, voilà, elle le frappait violemment. Et bon, ça a été très compliqué. Alors, elle était... donc, les profs étaient formatés pour faire aussi la propagande du régime. Évidemment, à Et cette donc, époque. elle avait la carte de la Légion portugaise, donc voilà, très impliquée. Sauf que quand il a eu l'âge d'accomplir son service militaire, eh bien là, elle a changé son fusil d'épaule et elle l'a envoyé clandestinement en France. Elle l'a confié à un passeur à l'âge de 18 ans pour lui éviter de faire l'armée et donc la guerre coloniale. Puisque en tout début des années 60, les colonies, Angola, Mozambique et Guinée, réclamaient leur indépendance. Mais Salazar ne voulait pas perdre son empire. Donc voilà, il y avait 70% du budget de l'État qui partait dans ces guerres coloniales et les pauvres soldats qui partaient se faire tuer. Et donc voilà, c'est son cœur de mère qui a parlé. Et du coup, c'est cette histoire que tu racontes C'est ça. en français et en portugais. Alors la différence, excuse-moi, entre la version française et portugaise, c'est que entre-temps, je suis allée donc dans la région avec Carlos Alexandre. J'ai vu son village et on est allé dans certains villages où a enseigné sa maman. Et on a rencontré des anciens élèves qui m'ont parlé de leurs professeurs. Du coup, il y a des discussions, ça enrichit le livre. Complètement. Et Donc la version portugaise voilà. a des anecdotes enrichies suite à ces rencontres. Tout à fait. En fait, c'est des témoignages. Il y a 7 anciens élèves qui ont témoigné, donc que j'ai recueilli ces témoignages, que j'ai reproduits dans le livre. Et puis, comme il est aussi question de la guerre coloniale, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'interviewer quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été formaté pour. Et donc, j'ai le témoignage d'un monsieur qui me raconte les horreurs de la guerre. Et puis, je savais que donc Luis Rego, on en parle dans le livre de Dan, mais du coup, j'en parle aussi dans ce livre-là. Je le connaissais et je savais donc Luis Rego, pour ceux qui ne le connaissent pas. Luis Rego, j'ai fait une vidéo, la chronique de JC. Si vous n'avez pas vu celle d'hier, c'était sur les tabouleiros, j'en vais en parler tout à l'heure. Mais Luis Rego, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, déjà le tout premier humoriste de France, d'origine portugaise. C'est un des tout premiers artistes portugais arrivé en France, à Salto, lui aussi, enfin à Salto. Non. Clandestinement. Non, Clandestinement. il est venu à l'âge de 18 ans avec un passeport d'étudiant. Avec un passeport d'étudiant. Ils avaient la possibilité de venir pour se perfectionner en français. Mais ce passeport était uniquement pour ça. Il fallait après rentrer et faire. Parce que lui, il n'était pas venu pour étudier, il était venu pour faire de la musique, pour échapper au service militaire. Exactement. En fait, et là, pour la petite histoire, en revenant après rapidement au Portugal lors d'une tournée, il va être arrêté et il ira passer quelques temps dans les prisons de Lapide. De Lapide. Du coup, donc en fait, je l'ai contacté pour lui demander s'il acceptait de témoigner pour mon livre. Il a accepté avec plaisir. Il m'a reçu chez lui, il m'a raconté son histoire passionnante. Et donc, alors lui, pour le coup, il me raconte l'horreur de la prison sous la dictature. Parce que pendant la dictature, enfin en prison et quand on est sous un pays dirigé par la dictature, on n'est rien. On n'a aucun droit, on est un numéro. Et voilà, et c'est déchirant. Et ça, j'espère bien que j'aurai l'occasion de recevoir Monsieur Luis Rego pour en parler. Oui, avec plaisir. Du coup, Altine, regarde, il est déjà 49, 50. Oh là là, ça passe trop vite. 50, il est déjà 50. Je dois partir. Et tu dois partir. Tu m'as dit, il faut pas que ça dépasse. Et moi, je lui dis, bien sûr, ça ne dépasse jamais l'émission Le Franchigay Mag. Altine, il nous reste encore quelques instants. Oui. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent avoir plus d'informations, Altina Ribeiro sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Oui. Le site internet www.altina.ribeiro.com. Je mettrai aussi toutes les coordonnées. Vous pouvez aller poser tout plein de questions. N'hésitez pas encore à poser des questions parce que comme ça, Altina pourra venir vous répondre. Et pour vous procurer les livres, c'est très simple. Dans les librairies, sur internet. Vous avez tous les liens en partant du site internet vers les livres. Et comme ça, vous aurez plein de lectures pour cet été. Parce que ça y est, c'est São Horas das Vacances. Eh oui. Tu pars au Portugal cet été ? Un petit peu au mois d'août, j'ai une présentation là-bas. Donc, je vais participer à Feira do Livro
A Feira do Livro, quelle La dernière cidade? semaine à Lisboa. Em Lisboa. La dernière semaine du mois d'août. Dernière semaine du mois d'août, Feira de Lisboa. Vous pouvez retrouver donc les livres en français, en portugais. Moi, j'étais vraiment très content de te recevoir parce que du coup, voilà, c'est ce parcours assez incroyable. Je connaissais pas tout. Voilà. On se connaissait depuis une dizaine d'années, mais tu Oui. vois, il y a plein de choses que... Oui. Et le fait d'avoir fait des recherches sur toi, bah du coup, Mais quand j'ai voilà. découvert cette histoire de reprendre ses études, voilà, là, à 30 ans et quelques, 30 ans du coup, oui, les enfants, on a le travail, hein. Bref, moi je trouve ça incroyable et je suis vraiment très content de t'avoir reçu. N'hésitez pas à aller vous procurer ces livres pour passer de bonnes vacances avec un peu de lecture. La culture, c'est important et je trouve que du coup, Altine, c'est aussi un exemple de, non seulement d'intégration, mais du coup d'évolution et qui a montré et qui montre que on peut toujours apprendre et toujours avancer, toujours évoluer et réaliser des rêves comme publier un livre, quel que soit notre âge et l'étape de notre vie. Et pour ça, bravo, parabéns. Merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, tu vas faire gagner un sac sans voyage das vacances, justement, puisqu'on en a parlé au début de l'émission. C'est même toi qui as fait tous les tickets des gagnants. Et oui, tu m'as fait bosser, là. Mais oui, je t'ai fait bosser parce que moi, sinon, si j'écris, tu vas pas réussir à lire. Donc, il fallait répondre à la question. Regardez, je vous montre la photo. Il fallait me dire ce qu'était donc... Hop, je me remets ici. Il fallait me dire, voilà ce qu'était ceci, ces bouquets de fleurs géants, avec du pain en plus. Est-ce que tu sais ce que c'est, Altine? Os tabuleiros, Os tabuleiros de... Tomar. Oui, de Tomar. Est-ce que tu as déjà fait cette fête? Malheureusement, non, mais j'ai hâte de la découvrir. Alors cette fête, les amis, elle commence demain, le 1er juillet, jusqu'au 10 juillet. C'est une fois tous les 4 ans. Et ce que vous voyez là à l'image, il fallait donner la bonne réponse. Ce sont les tabuleiros de Tomar. Tabuleiros, voilà, c'est tabuleiros paniers. Et donc, ce sont des fleurs, des pains. Il en faut 30. Pas un de plus, pas un de moins pour respecter la tradition. Des épis de blé. Tout ça, c'est tressé, monté pour que ça monte jusqu'en haut et c'est surplombé par une couronne qui est soit une colombe, soit une croix de l'ordre du Christ qu'on voyait aussi sur les caravanes portugaises. Donc vous avez été nombreux à jouer, nombreux à donner la bonne réponse. Il fallait donc liker la publication. Il fallait aussi identifier 2 personnes et donc il y a eu plein de gagnants. Donc tu vas mélanger. D'accord. Sans regarder Altine. Ah, je regarde pas, en plus, Voilà. j'ai mes lunettes, donc je vois rien. Et tu vas choisir une personne. Voilà, une personne. Alors, est-ce que tu as pris? Je me remets. Hop, en grand. Voilà. Alors, donc ça y est, tu as un gagnant ou une gagnante. Je fais durer le suspense parce que j'arrive pas à décoller le... Attends, je vais t'aider. Vas-y, tiens-moi le micro. Hop. Il faut que je me fasse sponsoriser pour les post-it. Parce que... en plus, il est déchiré. Oui, je trouve une autre solution Ouais. peut-être. Mais c'est... ça y est, je vais y arriver. Et c'est toi qui vas annoncer la gagnante. Tiens, je te le redonne. Hop. Alors, la gagnante, tes lunettes. On les a perdues. Voilà. Ah, les lunettes d'Altine. Mes lunettes. Bon, c'est moi qui vais lire. Christine Lefebvre. Christine Lefebvre, si tu nous entends, tu as gagné un sac 100 euros das vacances de la marque Frantuguet. Voilà, comme ça, tu pourras, Christine, partir en vacances à la plage en toute discrétion. Oui, en toute discrétion. Surtout avec un sac 100 euros das vacances. Je vous le sais, vous pouvez le retrouver bien entendu sur le site de la marque Frantuguet, www.frantuguet.net. Et puis aussi, moi j'en profite pour vous donner rendez-vous ce soir en spectacle à Paris, mais aussi encore la semaine prochaine, dernière date la semaine prochaine, le 7 juillet à Paris. Et puis après, rendez-vous à partir de septembre pour le nouveau spectacle qui va démarrer au Théâtre du Gouvernail. Et puis pour vous qui êtes là en direct, le titre, il est trouvé. C'est le titre le plus court du monde que je pouvais trouver. Et ça s'appelle, le spectacle va s'appeler Portugal, voyage au centre du monde. Le centre du monde, c'est là où tu es. Les réservations seront bientôt ouvertes à partir de la semaine prochaine. C'est la nouvelle aventure, je vous en parlerai plus bientôt. Super. Voilà. Toi, tu sais que tu as vu Ola. Oui, j'ai vu Ola. Tu as vu en construction. Et je me souviens, tu étais venu voir Ola quasiment à mes débuts dans la salle de café-théâtre Le Lieu. Complètement. La toute petite salle Toute où vous petite étiez salle. 50, Oui. serrés comme des sardines, Oui. où il avait fait très chaud. Oui. Non, Et c'était... tu étais au premier rang avec ton mari. Exactement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, c'est vrai. Mais incroyable. Mais pourtant, c'est il y a 10 ans. Oui, ça fait... Ouais, ça je m'en passe. souviens. Le temps passe. Tu étais là au premier rang, sur le côté Oui, gauche, oui. face à la J'étais scène, juste à côté côté du couloir. Oui, c'est ça. Le couloir qui était rempli de chaises avec des gens aussi. Oui, c'était rempli. Ouais. C'était trop cool et il faisait super chaud. Ouais. Et
Et comme c'est les vacances, Altina n'est pas venue les mains vides. Elle va vous faire gagner un livre également. Un de ses livres. Et ce livre, c'est 3 notes de blues pour un fado. Entretien avec Altina Ribeiro. Donc, la biographie de Dan Inger dos Santos. Alors, le livre, il est là. Tu vas remélanger à nouveau et prendre un nouveau ticket. Mais oui, c'est toi qui fais gagner. Bientôt, on aura des effets spéciaux. Roulement de tambour. Alors, attends, tiens, tu reprends. Allez, on y va. Je rouvre. Quelle équipe, hein? T'as vu ça? Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Faut savoir tout faire, bien s'organiser. C'est le cas. Toi, tu tiens le micro. Moi, j'ouvre le post-it. Je te rends le post-it. Je te rends le micro. Tu nous dis qui a gagné. Alors, Marie Madeleine d'Oliveira. On montre le post-it. Marie Madeleine d'Oliveira, tu as gagné le livre 3 notes de blues pour un fado avec entretien avec Altina Ribeiro de Dan Inger. Donc voilà. Ça, c'est le cadeau de Altina, obrigado. Et puis, le sac são horas das vacances. Et voilà. Et nous avons nos 2 gagnants, Christina Lefebvre et Marie-Madeleine d'Oliveira. Voilà. Donc, les amis, rendez-vous ce soir au Théâtre à Paris. Rendez-vous aussi la semaine prochaine pour la dernière date. Rendez-vous la semaine prochaine encore pour un Frantuguais Mag. Il y aura le Frantuguais Mag jusqu'à la fin du mois de juillet. Vous allez aussi pouvoir voir à partir de la semaine prochaine une petite évolution dans les vidéos, puisque vous allez voir le travail de préécriture du spectacle de la rentrée septembre, mais que vous allez d'abord découvrir en vidéo au fur et à mesure à partir de la semaine prochaine, puisqu'en fait ce spectacle, certains en ont déjà entendu parler, puisque c'est ce qui découle du voyage que j'ai fait en 2019 en faisant le Tour de France et du Portugal, où j'avais fait « J'irai jouer chez vous au Portugal » pendant un mois. Et du coup, voilà, tout ça a donné un spectacle, un livre que j'avais commencé à écrire, pour lequel je t'avais demandé des renseignements, des informations. Oui, je me souviens, très bien. Les choses se font au moment où elles doivent se faire. Et oui, complètement. Voilà, je t'avais contacté il y a 2 ans pour te demander des informations. C'est vrai. Voilà. Oui. Et du coup, voilà, les choses sont en route. Bon. Le livre est en route, le documentaire est en route et le spectacle est en route. D'ailleurs, pour ceux qui viennent au spectacle à Paris depuis 6 semaines, à la fin, ils ont eu le droit à chaque fois déjà à 10-15 minutes de test. En avant-première. Oui, super. Et ce soir, c'est le cas encore. 10-15 minutes de test et vendredi prochain, encore 10-15 minutes de test. Et puis après, rendez-vous en septembre à partir du 15-16, tous les samedis à 21h au Théâtre du Gouvernail. Altina, muito obrigado. Obrigada eu. La tradition du Frantuguais Mag, voilà, c'est de te laisser le mot de la fin. En attendant, moi, je vous remercie à toutes et à tous d'être si nombreux à vivre ce moment du Frantuguais Mag tous les vendredis de 13h à 13h45, voire un peu plus avec nous. Oui. Rendez-vous la semaine prochaine. Muito obrigado pour ceux et celles qui sont en train de passer des examens. C'était cette semaine, brevet, collège, diplôme, etc. Muita. Merde. J'espère que les résultats seront bons. Amusez-vous, profitez bien de votre été pour ceux et celles qui partent déjà en vacances. Pardon. Et je laisse le mot de la fin, le micro à Altina. Muito obrigado, Altina, d'avoir accepté mon invitation. Et je te dis à très bientôt, parce qu'on se voit quand même régulièrement. Évidemment. Ok, avec plaisir. Merci à tous, merci pour votre attention et vos participations. Je vous souhaite un bel été. Portez-vous bien et à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.